Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Nous sommes le 17 juin et comme chaque année, nous célébrons en ce jour la journée mondiale de lutte contre la désertification. L'année 2022 a été marquée par la tenue de la COP 15 à Abidjan en mai dernier. Quels sont les acquis de cette COP, mais surtout comment évolue la lutte contre la désertification, notamment en Afrique. L'Afrique où l'on se demande si la Grande Muraille verte pourra véritablement se concrétiser pour contrer l'avancée du désert. De toutes ces questions, nous allons évoquer avec notre invité spécial. Il s'agit du secrétaire général adjoint des Nations Unies, Ibrahima Thiaw, qui est également le secrétaire exécutif de la Convention de l'ONU pour la lutte contre la désertification. Bonjour à vous, Ibrahima Thiaw, et merci de nous faire cet honneur. Bonjour, Monsieur Baldé. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. Alors, je le disais à l'instant, donc nous célébrons cette journée mondiale de lutte contre la désertification. Cette année, sur quoi mettez-vous l'accent ? Alors, le 17 juin, aujourd'hui, c'est la journée mondiale sur la désertification et la sécheresse. Et le thème cette année, c'est précisément la sécheresse. Un phénomène qui est connu, mais qui prend de l'ampleur et qui devient de plus en plus sévère et de plus en plus fréquent. Et cette année, donc, la journée mondiale est célébrée sous le thème de « Luttons ensemble tous pour limiter les impacts négatifs de la sécheresse ». Luttons donc ensemble pour limiter les impacts. Alors, de ces impacts, quand même, on commence à ressentir, on voit comment les terres arables sont menacées aujourd'hui, justement en termes d'avancée de cette désertification, de ce désert, où est-ce qu'on en est ? Le phénomène s'amplifie, particulièrement dû aux activités humaines, notamment la production agricole, mais également l'alimentation du bétail. Si on parle de l'alimentation du bétail, c'est vraiment les cultures intensives pour alimenter le bétail, mais également pour la production des habits, ou pour satisfaire aux besoins en eau. La situation s'empire parce qu'on estime que 40% des terres du monde, toutes les terres émergées du monde sont déjà affectées par la dégradation des terres et ne peuvent plus produire suffisamment d'aliments pour une population de plus en plus croissante et pour une classe moyenne de plus en plus demanderesse de ressources. Donc nous sommes dans une situation qui est difficile, mais nous ne sommes pas encore à une situation où le point de retour est encore possible. Donc, nos actions sont importantes et ce que nous recommandons bien sûr à l'humanité, c'est de prendre conscience du fait que les ressources des terres ne sont pas des ressources infinies et que nous, en tant qu'une seule espèce, c'est l'espèce humaine, a eu déjà au cours des 100 dernières années des conséquences suffisamment graves pour que nous prenions conscience et que nous arrivions à redresser la situation. Alors, de toutes ces questions, il a notamment été question lors de la COP 15, comme je le disais, qui s'est tenue au mois de mai dernier à Abidjan. Au final, vous avez appelé et vous avez insisté sur l'urgence d'agir. Aujourd'hui, sur quoi faut-il agir pour faire face à la désertification ? Il faut agir sur deux plans. D'abord, il faut réduire l'impact que nous avons sur les terres. Donc, prendre conscience du fait que nos activités minières, nos activités d'extraction des ressources, nos activités de production agricole ne sont plus compatibles avec une planète qui devrait être stabilisée. L'autre facteur sur lequel nous devons agir, c'est justement de réparer les terres, c'est-à-dire de remettre les terres dans leur état de santé qui leur permettent de nouveau de produire. Donc, nous appelons ça la restauration des terres. Donc, il faut agir sur les deux tableaux. D'abord, quand il y a une saignée, c'est d'arrêter la saignée et de s'assurer qu'il y a un garrot qui permette d'arrêter la saignée. Et d'autre part, c'est de réparer et de soigner la plaie. Pour utiliser cette analogie qui est peut-être plus simple à comprendre, à savoir que nous pouvons aussi soigner la plaie. Donc oui, nous devons travailler sur ces deux tableaux-là. Alors, qu'en est-il justement de la question du financement ? Parce qu'aujourd'hui, aussi bien au niveau de la lutte contre les changements climatiques qu'en termes de lutte contre la désertification et la sécheresse, les problèmes de financement sont accrus, des promesses sont souvent faites, mais on peine à les concrétiser. À ce niveau-là, où est-ce qu'on en est justement ?
Alors ça, c'est un des problèmes que nous rencontrons, que le monde rencontre aujourd'hui, c'est de pouvoir mobiliser les financements nécessaires. Alors, il y a deux types d'actions qui nécessitent un financement. D'abord, c'est le secteur privé, puisque si nous parlons d'agriculture, d'extraction des ressources, si nous parlons de production de coton pour les besoins en fibres, pour nous protéger et pour nous habiller, ça c'est des activités plus lucratives qui demandent des investissements, et donc ça c'est des investissements privés. Essentiellement, c'est les communautés de paysans ou l'agrobusiness. Donc ça demande probablement des financements beaucoup plus accrus, mais qui sont du ressort des banques ou des institutions de financement. Le deuxième type de financement, c'est la restauration des terres les plus dégradées, qui, elles, ne seront faites qu'avec l'appui des secteurs publics. Et donc ça demande des financements publics. Ce qu'il nous faut, c'est une combinaison des deux, de manière à ce que nous puissions réduire les risques de restauration des terres. Donc, les spécialistes appellent ça dérisquer les investissements. Et en plus, peut-être appeler maintenant le secteur privé de manière à pouvoir investir sur la réparation à long terme. Donc, le facteur de financement est un goulot d'étranglement, mais il n'est pas le seul. Le deuxième goulot d'étranglement qu'il faut résoudre, c'est les questions foncières. Il est très important que chaque pays mette en place un régime foncier qui soit suffisamment fort pour d'abord attirer les investissements pour la restauration des terres, peut-être sécuriser les investissements sur une période déterminée, travailler avec les communautés pour éviter tous ces facteurs qu'on appelle le land grab, donc l'accaparement des terres des communautés. Ça, c'est un facteur qui est extrêmement important et nous ne réussirons pas tant que nous n'avons pas résolu ce problème. Et le troisième facteur, qui est le facteur le plus simple, si vous voulez, c'est l'aspect technique. S'assurer que les technologies sont en place, s'assurer que les techniques de restauration des terres, les techniques sont maîtrisées par les paysans. Et ça, c'est un facteur plus ou moins maîtrisé maintenant, mais qui demande bien sûr que les deux autres, à savoir le foncier et le financier, les accompagnent. Le foncier et le financier. Alors, justement, cela pousse à parler de la capacité de mobilisation des États, notamment sur le plan africain, mais aussi du secteur privé. À ce niveau-là, notamment de mobilisation des financements ou de contribution du secteur privé pour faire face à cette désertification en finançant soit des projets agricoles ou autres qui permettent d'arrêter l'avancée du désert. Où est-ce qu'on en est justement ? Ça se passe partout dans le monde. Et je pense qu'en matière de financement, il y a déjà beaucoup de financement sur les terres. Ce que nous souhaitons, c'est que ces financements soient plus durables et qu'ils tiennent compte de la durabilité. Vous savez, toutes les activités agricoles qui sont faites dans le monde sont des activités qui sont financées par quelqu'un. Ce que nous souhaitons simplement, c'est que ces financements ne soient pas des financements destructeurs de la nature et qu'on puisse mener des activités agricoles tout en respectant le milieu naturel. Donc, c'est l'agroécologie, c'est l'agroforesterie, c'est toutes les activités qui nous permettent de produire sans détruire le milieu naturel. Et donc ça, c'est fondamentalement important parce que nous faisons face à une situation où jusqu'à présent, nous avons exploité les ressources agricoles de manière minière. La terre a été minée et pas gérée. Et donc, nous proposons maintenant de changer de paradigme. Et le deuxième facteur que nous aimerions voir, c'est de dire, si nous nous projetons d'ici 2050 ou 2100, nous savons qu'il y a une population mondiale qui est croissante. Nous savons qu'il y a une demande croissante en ressources de terre et que nous ne pouvons pas continuer à faire l'agriculture itinérante comme on le faisait avant, c'est-à-dire exploiter les terres et dès qu'elles sont épuisées, aller exploiter d'autres. Nous devons doubler probablement la production agricole pour satisfaire aux besoins d'un monde croissant en population. Or, nous n'avons pas le double de la surface de terre disponible. Nous n'avons qu'une seule planète et nous avons déjà entamé particulièrement cette planète. Donc, il faut mettre en place des techniques agricoles qui nous permettent d'améliorer la productivité sur une même unité de surface. Et ça, c'est vraiment la problématique aujourd'hui. Alors, ça demande des financements
encore une fois, mais ce n'est pas trop les financements qui posent problème pour la production agricole. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les terres, c'est la limitation des ressources en terre, la limitation des ressources en eau. Parfois, il y a des terres, mais il n'y a pas suffisamment d'eau, notamment dans les zones où il y a une rareté de ressources en eau. Et ça, c'est les technologies nouvelles qu'il faut mettre en place de manière à améliorer cette productivité. Et le troisième facteur qui est le plus important maintenant, c'est les facteurs technologiques. Vous savez, il y a de plus en plus de technologies, y compris les technologies pour améliorer la productivité en utilisant la quantité d'eau qui est juste nécessaire pour la plante et pas irriguer pour irriguer. Et donc ça, c'est des technologies qui sont nouvelles, qui mettent parfois qui peuvent aller jusqu'à l'extrême d'utiliser l'intelligence artificielle, l'agriculture de précision. Et donc ça, c'est des techniques qui sont connues, qui sont maîtrisées au niveau laboratoire, qu'il faut mettre à l'échelle. Alors, tout dépend de l'avancement technologique. Bien sûr, vous me direz que certains paysans n'ont pas cette avancée technologique, mais même les paysans qui n'ont pas cette avancée technologique ont des outils aujourd'hui, comme c'est le cas au Sahel. Vous avez cité certains pays africains. Il y a des techniques qui sont maîtrisées par les paysans, qui sont très bien appliquées et applicables à une échelle locale, mais qui ne sont pas valorisées encore au niveau national. Donc, il y a toutes ces techniques-là. Et je terminerai peut-être sur ce point où j'ai été suffisamment long, mais simplement pour dire qu'il y a un facteur que la COP15 a soulevé, qui est l'intégration des femmes. Vous savez, dans beaucoup de pays, jusqu'à 50% des producteurs sont des productrices, mais elles n'ont pas accès à la terre. Or, on ne peut pas continuer à développer un programme national ou un programme mondial en minimisant, en ne valorisant pas 50% des producteurs. C'est un phénomène, c'est un problème de développement. Bien sûr, c'est un problème d'égalité aussi entre hommes et femmes, mais c'est avant tout un programme de développement. On ne peut pas développer le monde si on met un hiatus sur 50% des producteurs qui n'ont pas accès à la terre, qui n'ont pas accès par contre, dans ce cas, elles n'ont pas accès au crédit, elles n'ont pas accès à la technologie. Donc, il y a une complexité dans ce phénomène. Et si on met l'accent uniquement sur le financement, je pense qu'on risque de faire fausse route parce qu'il y a des financements. Il y a des financements disponibles, les financements du secteur privé, les banques, les assurances doivent nourrir le monde, pas pour la philanthropie, mais pour les besoins de développement et c'est du business. Donc la question est de savoir est-ce que ces financements-là sont compatibles avec une activité de sauvegarde de la planète et de développement durable. En tout cas, je pense que vous avez été très clair sur cette question-là. Alors, en Afrique, quand même, on a l'impression qu'aujourd'hui, cette lutte contre la désertification est une question qui est presque africaine ou laissée aux Africains. Pourquoi ? Parce que c'est le continent qui subit davantage les impacts des changements climatiques. Quand on parle du désert, on pense au Sahara, mais aussi à l'est de l'Afrique et en Afrique australe. Comment aujourd'hui, et c'est le travail que vous menez tous les jours, selon vous, comment davantage mobiliser la communauté internationale pour mieux se pencher sur cette question de la désertification ? Alors, permettez-moi d'abord d'expliquer que la désertification, ce n'est pas forcément le désert. La désertification, c'est la perte de productivité des terres. Et ce phénomène, il apparaît bien sûr dans les zones arides, mais il apparaît aussi dans les savanes ou même sous les forêts tropicales. Donc, la dégradation des terres, tel qu'on le définit, est un phénomène qui peut avoir lieu dans toutes les zones où l'activité humaine n'est pas en compatibilité avec la capacité de la nature à se régénérer. Bien sûr, les zones arides sont les plus vulnérables et vous avez parfaitement raison que l'Afrique est probablement le continent le plus vulnérable. Cela dit, ce n'est pas forcément le continent où, où les populations humaines sont les plus nombreuses à souffrir de la dégradation des terres. Vous savez, jusqu'à la moitié de l'humanité dans le monde sont affectés par la dégradation des terres, mais c'est en grande majorité dans les pays asiatiques, parce que c'est là-bas où les populations sont les plus nombreuses. Cela dit, le continent africain est probablement le continent le plus vulnérable, où les populations sont les plus vulnérables, parce que le niveau de développement est encore plus faible. Et si bien que quand il y a sécheresse dans une région d'Afrique,
On voit les conséquences aujourd'hui en Afrique de l'Est ou l'année dernière à Madagascar, elles sont désastreuses parce que la vulnérabilité est plus élevée. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, le monde entier, 40% de l'humanité, des terres émergées, je répète, sont affectées par la dégradation des terres. Donc c'est un phénomène mondial. La vulnérabilité, je suis d'accord avec vous, elle est plus élevée au niveau du continent africain. Et c'est le continent qui a besoin davantage de financement additionnel et de financement, comment on appelle, de la communauté internationale pour faire face à ce phénomène-là. Si on ne fait pas face au phénomène de la dégradation des terres, ce que l'on voit, c'est l'immigration irrégulière. On ne peut pas produire, donc on est obligé de bouger. C'est humain, c'est naturel. Ce qu'on voit, c'est les risques d'insécurité qui sont liés aussi à ce phénomène de dégradation des terres. On voit très bien que les zones arides du monde sont des zones de conflit. Ce qu'on voit aussi, c'est les compétitions plus élevées pour l'accès à la terre et à l'eau. On voit, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, au Soudan ou au Sahel, des situations conflictuelles entre éleveurs et agriculteurs qui sont liées simplement à une compétition plus élevée pour l'accès à des ressources de plus en plus rares. Alors, peut-être une dernière question, Ibrahima Thiaw. Donc, je rappelle que vous êtes sous-secrétaire général des Nations Unies, donc en charge de la question de la désertification. L'Afrique a lancé l'initiative de la Grande Muraille Verte il y a quelques années. Aujourd'hui, comment voyez-vous évoluer cette initiative et concrètement, pensez-vous qu'elle parvient à endiguer l'avancée du désert? La Grande Muraille Verte est une initiative qui a été lancée par 11 pays africains allant de l'Atlantique, donc du Sénégal, Mauritanie jusqu'à la mer... comment on appelle ça, la mer Djibouti et la mer Rouge, Djibouti et l'Érythrée. C'est un programme extraordinaire, c'est une vision politique, c'est une ambition, mais dans la région la plus difficile au monde. Donc oui, c'est une initiative extraordinaire qui mobilise aujourd'hui certains financements. L'année dernière, jusqu'à 19 milliards de dollars ont été annoncés, mais il faut les concrétiser. Il faut transformer maintenant ces promesses en activités de terrain. Il y a un début, mais c'est encore assez timide pour répondre à votre question. Simplement, c'est pour dire que le potentiel est là, la possibilité est aussi là, mais quand on parle de restauration des terres, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la promotion de l'emploi des jeunes, c'est l'emploi des femmes, c'est l'accès à l'eau, c'est l'électricité, notamment les énergies renouvelables, parce que vous savez que c'est une région qui a beaucoup de soleil et beaucoup de vent. Donc c'est un programme de développement rural intégré qui permet de restaurer les terres, qui permet de produire de nouveau et qui permet surtout d'améliorer le bien-être humain dans cette zone. Merci à vous, Ibrahima Thiaw. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint des Nations Unies. Vous êtes également le secrétaire exécutif de la Convention de l'ONU pour la lutte contre la désertification. Donc, vous étiez avec nous aujourd'hui, donc à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la désertification, pour nous faire le point sur les actions menées et la lutte donc contre l'avancée du désert. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.